motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens, ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, c'est Valorant et on se retrouve pour le Crayon pour une nouvelle interview. Je suis aujourd'hui avec Elisabeth Borne. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre du Transport, ministre de la Transition écologique et maintenant ministre du Travail. Donc moi, ma première question, c'est est-ce que la France et le gouvernement par extension va assez vite sur les enjeux de modernité comme l'intelligence artificielle, la transition écologique, on peut même parler de la blockchain, des crypto-monnaies. Est-ce que la France va assez vite sur ces questions de modernité ? Alors c'est évidemment une priorité d'être présent sur ces technologies qui font l'avenir de notre économie. Grâce au plan de relance, on a vraiment décidé de mettre le paquet sur ces sujets, que ce soit la transition écologique, le numérique. Donc on investit par exemple, s'agissant de la transition écologique, dans l'hydrogène. Je pense que c'est une technologie où notre pays peut vraiment être leader. C'est vraiment une technologie indispensable en complément des énergies renouvelables. Et puis, vous savez que le président de la République nous a demandé de travailler sur un plan d'investissement, France 2030. L'objectif, c'est vraiment de se positionner sur ces technologies critiques d'avenir, de prendre de l'avance, à la fois parce que c'est un enjeu de souveraineté que la crise sanitaire a bien montré, et puis en même temps parce que c'est la façon, pour l'avenir, d'avoir une croissance plus dynamique, donc de gagner des points de croissance. Donc moi, je vous confirme que c'est vraiment la priorité du président de la République et du gouvernement. Et ça peut permettre de créer énormément d'emplois, ces investissements-là ? Alors, ce sont évidemment des gisements d'emplois très importants, que ce soit la transition écologique avec les énergies renouvelables, l'hydrogène, avec aussi tout ce qui est recyclage, réemploi, c'est des emplois non délocalisables. Évidemment, ça suppose qu'on accompagne aussi les transformations, les besoins de compétences liés à la transformation de l'économie. Par exemple, quand on passe du moteur thermique aux batteries, à l'hydrogène pour les voitures, il faut qu'on accompagne ces reconversions. C'est pour ça qu'on investit énormément, plus qu'on n'a jamais fait, pour adapter les compétences des Français, que ce soit les demandeurs d'emploi, les jeunes peu qualifiés, les demandeurs d'emploi aussi peu qualifiés, et puis que chacun de ces plans d'investissement s'accompagne d'un volet compétences. Moi, je vous cite un exemple. On est un des premiers pays à avoir saisi l'initiative européenne sur les batteries, l'Académie européenne de la batterie. L'objectif, c'est de former 150 000 salariés d'ici 2025 pour être prêts au développement de cette nouvelle technologie des batteries qui vont être très présentes dans notre mobilité demain. Et à quoi ça tient de devenir le leader, que ce soit européen ou mondial, d'une industrie ? Au fait de se positionner en premier, au fait d'investir massivement ? Il faut évidemment investir massivement sur la recherche. Ça, on a un pays qui a beaucoup de dispositifs pour soutenir la recherche et le développement. Vous savez, on a notre fameux crédit d'impôt recherche. Ensuite, il faut s'assurer qu'on accompagne la croissance de nos entreprises. Et puis, évidemment, cet enjeu des compétences, il est crucial. C'est pour ça qu'on doit former pour ces compétences à tous les niveaux. C'est les ingénieurs dont on a besoin sur ces nouvelles technologies, c'est les techniciens, c'est les opérateurs. Et donc, c'est tout ce plan pour les compétences qu'on doit mettre en œuvre pour être demain dans une économie de pointe et notamment présent sur ces technologies. Il y a souvent une critique qui revient, et pas envers votre gouvernement particulièrement, mais plus globalement sur la France, c'est par exemple le grand nombre d'étudiants qu'on peut trouver en philosophie, en littérature, en sociologie, et beaucoup moins qu'on pourrait retrouver en computer science, en informatique ou en développement web. Comment réussir à avoir un plus grand nombre d'élèves et d'étudiants français formés sur ces questions-là ? Il faut imposer des quotas ? Je ne pense pas que ça passe par des quotas, je pense que ça passe par effectivement mieux éclairer les jeunes au moment où ils font des choix sur les filières dans lesquelles on peut trouver un métier rapidement. Donc c'est l'orientation, ça c'est une compétence qui est partagée avec les régions. Ça passe aussi par le développement de l'apprentissage, c'est vraiment la meilleure voie pour se former en ayant un contrat de travail et donc en étant rémunéré, puis en découvrant le monde professionnel. Et donc ça veut dire que les formations, elles collent aux besoins de l'économie. Et puis je pense qu'il y a un point, moi, qui me tient vraiment à cœur aussi, c'est de se dire que l'économie va se transformer très vite. Les transitions qui se faisaient sur 20 ans, 30 ans, elles se font en 2 ans ou en 3 ans. Et donc il faut qu'on sache mieux accompagner les transformations de compétences, les reconversions des salariés. C'est
tout ce qu'on développe depuis le début du quinquennat, à la fois avec le compte personnel de formation. Vous savez que chacun a maintenant un compte en euros auquel il peut accéder à partir d'une application. Et donc ça permet de se saisir soi-même des besoins de formation pour changer de métier ou pour progresser dans son métier. Et puis on a aussi travaillé avec les organisations patronales et syndicales à un dispositif qui permettra aussi d'accompagner les reconversions. C'est l'État qui prendra en charge le salaire et la formation des gens qui ont besoin de changer de métier. Et donc je pense que c'est important de se dire, rentrons dans la vie professionnelle. Pas forcément besoin d'être à Bac+5 ou à Bac+8. On peut rentrer dans la vie professionnelle et on vous accompagnera tout au long de votre vie pour adapter vos compétences. Vous pensez qu'aujourd'hui on arrive trop tard dans la vie professionnelle, notamment sur ces nouvelles technologies et ces industries de pointe ? Alors je pense qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans la vie professionnelle. On se singularise un peu en France par le fait que l'entrée dans la vie professionnelle se fait plus tard qu'ailleurs. Donc moi j'ai envie de dire aux jeunes, plongez et puis... vous pourrez aussi vous former dans votre entreprise, vous pourrez valider les acquis de l'expérience, et c'est la VAE qui est aussi un sujet qui me tient à cœur, et on pourra vous accompagner dans des reconversions. De toute façon, on changera tous, enfin en tout cas les jeunes changeront de métier 5 fois dans leur vie, enfin en tout cas c'est l'ordre de grandeur, et donc il faut pas hésiter à y aller. On n'est pas en train de choisir toute sa vie professionnelle dans son premier choix. On pourra vous accompagner pour évoluer dans votre vie professionnelle. On a une génération qui est énormément sur la freelance, sur l'entrepreneuriat, sur des professions indépendantes. Qu'est-ce que ça dit du changement aussi d'emploi qu'on va amener à voir dans les prochaines années pour notre génération ? Moi, je trouve que c'est très bien de se dire qu'on crée son propre emploi, qu'on veut créer des entreprises, des start-up qui peuvent ensuite grandir. Je viens de croiser un jeune qui nous dit avec les dispositifs que vous avez mis en place, c'est beaucoup plus facile. C'est une bonne nouvelle que effectivement nos dispositifs soient bien reçus. Je pense que c'est important qu'on donne aussi de la place à ceux qui veulent de l'indépendance, qui ont des idées, qui ont de la créativité. Et du coup, c'est pour ça qu'on accompagne la création d'entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que certaines personnes se seraient retrouvées peut-être plus protégées par le salariat, elles soient maintenant plus exposées par ces métiers de freelance ou d'entrepreneuriat ? Enfin, je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ce qu'il n'y ait pas des faux freelance, du faux travail indépendant. Et donc là, il y a des règles. Quand vous êtes dépendant économiquement de votre client qui est en réalité votre employeur, ça donne lieu à des contrôles. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent avoir de l'indépendance, qui n'ont pas envie des obligations qu'on a sur les horaires, qui veulent avoir plus de marge de manœuvre, et l'entrepreneuriat est une bonne réponse. C'est votre ministère qui porte le projet Un jeune, une solution. Quelle est l'ambition de ce projet-là ? Alors l'ambition de ce projet, ça a été, puisqu'il a été lancé il y a 1 an, que les jeunes ne soient pas les victimes de la crise, ce qui est systématiquement le cas quand on a une crise économique. Il l'avait été avant ce programme ? Alors après la crise de 2008-2009, vous savez que le chômage des jeunes avait explosé de 30%. Donc on a voulu, avec ce plan qui est inédit, à la fois parce qu'il est massif, c'est 9 milliards d'euros, et puis parce qu'il propose des solutions adaptées à la situation de chaque jeune, par exemple des aides à la création d'entreprises, ça ne concerne pas tout le monde, mais il faut aussi répondre. On a eu à un moment donné des aides à l'embauche pour que les entreprises ne diffèrent pas leurs embauches, des aides à l'apprentissage, des accompagnements pour ceux qui sont plus éloignés de l'emploi, 1 million de jeunes qui ont pu être accompagnés pour bâtir leur projet professionnel et le réaliser. Donc on a voulu répondre avec toute une palette de solutions. Ce qu'on peut se dire 1 an après, c'est que ça a marché. Il y a 3 millions de jeunes qui ont bénéficié d'une solution de ce plan et le taux de chômage est revenu à ce qu'il était avant la crise. Évidemment, la crise, elle n'est pas forcément terminée et on va continuer ce plan. L'objectif, c'est vraiment de faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes, de les accompagner avec des réponses sur mesure pour chaque jeune. J'avais débattu avec Sarah El Haïry, la ministre déléguée à la jeunesse et à l'engagement, et il était revenu cette question des jeunesses, plutôt que d'une jeunesse unifiée. Comment réussir à recréer de la méritocratie au sein de jeunesse de campagne, de ville, diplômés, non diplômés, de classe populaire ou de classe moyenne et supérieure ? Comment réussir à réunifier et à réinsuffler de la méritocratie au sein de ces grandes disparités qu'on peut voir ? En fait, je pense ce qui est très important, c'est qu'on soit attentif aux enjeux d'égalité des chances. Vous avez raison de dire que quand on habite dans une grande ville ou quand on habite au contraire dans un territoire rural, on n'a pas forcément les mêmes accès. Toutes les solutions qu'on met en place, l'idée c'est d'aller chercher les jeunes
de compenser un certain nombre de handicaps qu'on peut avoir quand on n'a pas eu la chance de naître forcément à côté du bon lycée, du bon collège, et de donner des nouvelles chances à ceux qui ont pu avoir un début de parcours difficile. C'est par exemple le principe, vous savez, de la garantie jeune, où on voit des jeunes qui ont pu perdre confiance. Il faut pouvoir les accompagner, leur redonner confiance, les aider à trouver un projet professionnel et à le réaliser, à le réussir. Quelle est votre définition, vous, de la réussite ? Je pense que la réussite, alors ça peut être professionnel ou ça peut être ailleurs, en tout cas la réussite professionnelle, c'est d'avoir quelque chose qui vous fait rêver, un projet qui vous motive, qui vous fait rêver, et puis d'être capable de le réaliser. Je pense que la première étape, c'est très important, c'est déjà de donner des rêves aux jeunes. Quand on y croit, alors c'est beaucoup plus facile et on arrive à le réaliser, d'autant qu'on vous accompagne. Mais dans ce cas-là, il y a eu un entrepreneur qu'on a interviewé qui s'appelle Guillaume Moubèche, qui a monté une start-up à Paris, et il nous a dit, pour moi on est constamment déçus par les gouvernements, donc si on veut changer les choses, cela doit passer par l'entrepreneuriat. Selon vous, qu'est-ce que c'est symptomatique ? Ce qui me rassure, c'est que tous les Français ne disent pas la même chose. Vous voyez, je pense que les 9 millions Bien sûr, de salariés... ça n'engage que lui, évidemment. Voilà. Non, mais vous savez, moi je croise beaucoup de chefs d'entreprise, de salariés qui nous disent merci, vous avez été là pendant la crise. Et puis, on a su accompagner un moment qui était particulièrement difficile pour les Français. Après, moi je trouve que c'est très bien, évidemment, on a besoin d'entrepreneurs. Par exemple, sur la transition écologique, un sujet qui m'est cher, évidemment, l'État peut faire des lois, peut mettre des normes, peut apporter des aides, mais on a aussi besoin de la créativité des chefs d'entreprise et on a besoin de l'engagement de chacun. Donc je pense qu'on a tous notre part pour faire progresser notre société, avoir une société plus durable et qui soit aussi très inclusive. Et la transition écologique, ça passera par les entreprises, selon vous ? Je suis convaincu qu'en fait, ça passe par chacun. Ça passe par le comportement de chaque citoyen et ça passe par les solutions que les entreprises peuvent imaginer, peuvent proposer. C'est des changements de technologie importants et on a absolument besoin des ingénieurs, des créateurs et des entreprises pour trouver les bonnes solutions. Et dans ce cas-là, la coordination sera plutôt de l'ordre du privé, du public, des associations. Comment réussir à faire fonctionner ces écosystèmes qui parfois n'ont pas les mêmes intérêts ? Je pense que, vous savez, le rôle de l'État ou de l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui relèvent aussi de l'Europe, et c'est une bonne chose puisqu'on est sur des marchés ouverts en Europe, c'est de donner un cap, de donner un cadre, de mettre en œuvre des incitations réglementaires ou financières, et ensuite de permettre au maximum aux acteurs, dans ce cadre-là, de prendre des initiatives et d'apporter des solutions. Et cette transition écologique mettait le second plan pour les entreprises, par exemple, comme Time for the Planet, mettait le second plan le profit, à l'inverse plutôt de protéger la planète et de limiter par exemple les gaz à effet de serre. Vous savez, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui voient le long terme et pas simplement le profit de court terme, qui affirment leur responsabilité sociale, et je pense que c'est une bonne chose d'avoir des entreprises qui se sentent des acteurs responsables vis-à-vis de leurs salariés et vis-à-vis de la planète. On dit en France qu'il y a souvent une mentalité soit un peu jalouse ou envieuse ou un peu anti-argent. Est-ce que c'est quelque chose qui est à changer ou ne doit-on pas encourager une forme de réussite financière, un peu comme le modèle fantasmé des États-Unis ? Je pense qu'il faut encourager tous les modèles de réussite. Il n'y a pas que la réussite financière, évidemment. Mais en tout cas, il faut encourager tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est prise d'initiative, parce que c'est comme ça qu'on répondra aux défis énormes qui se posent à nos sociétés de la transition écologique, de la menace climatique. Et puis on a vu qu'il y en a d'autres, des menaces aussi sanitaires. Donc on a besoin d'encourager l'initiative, la créativité. Ça veut dire des dispositifs pour accompagner, mais aussi un état d'esprit où on dit que ceux qui prennent des risques, c'est bien. Et comment réussir à insuffler cet état d'esprit ? Écoutez, en tout cas, je pense qu'il faut que ceux qui ont envie de créer une entreprise, qui ont envie d'être entrepreneurs, sachent qu'ils sont soutenus, accompagnés, qu'on ait effectivement les dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises. Moi, mon ministère finance des réseaux d'aide à la création d'entreprises, qu'on donne aussi aux jeunes qui n'ont pas forcément la mise de fonds de départ la possibilité d'avoir ces fonds propres au départ. Vous savez, c'est le projet de Capital Jeune que le président de la République a annoncé à Marseille. En tout cas, voilà, je pense qu'il faut qu'on crée vraiment un cadre favorable pour prendre des initiatives. C'est les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités, peu importe les sujets au crayon. Quelle est la personne dans l'écosystème entrepreneurial, que ce soit écologique ou autre, vous aimeriez voir dans ce type d'interview au crayon ? Qui vous intéresserait d'écouter ? Qui vous intéresserait ?
Dans le domaine De l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine des emplois? je n'ai pas quelqu'un qui me vient comme ça spontanément. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises et avec des petites entreprises qui ont qui jouent un rôle très important. Peut-être qu'on les entend pas suffisamment, mais si vous voulez, on vous passera une liste de patrons de PME. Moi, ça m'a vraiment frappé tout au long de la crise de voir à quel point les PME engagées dans la transition écologique ont pu continuer quand beaucoup d'autres entreprises de notre économie s'étaient arrêtées. Et elles ont continué aussi parce qu'elles savent embarquer leurs salariés qui ont besoin de sens. Et la dernière question de cet entretien, quelle citation ou punchline, comme on dit plus à notre génération, de vous ou de quelqu'un d'autre, vous gardez vous en tête pour votre vie et que vous aimeriez partager aux gens qui nous écoutent? Oula. Non, enfin moi je pense que, en tout cas pour les jeunes, de se dire que rien n'est impossible, qu'il faut relever les défis et qu'il y a des très beaux défis qui nous intéressent tous collectivement. Je vous dis, dans un monde qui change beaucoup, avec le dérèglement climatique, les crises sanitaires, qu'il faut oser. Elisabeth Borne, Madame la Ministre, merci beaucoup Merci. pour cet entretien. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le crayon. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à partager la vidéo. C'était Valran. Ciao.